Dans cette vidéo de la chaîne Puissant Livre publiée, nous explorons La nature de l'argent de John Bates Clark, une œuvre discrète mais fondamentale qui révèle les mécanismes invisibles derrière la valeur, la richesse et la répartition économique. Loin des discours simplistes ou des promesses faciles, ce livre invite à comprendre l'argent comme un phénomène structuré, né des relations humaines, du travail organisé et de l'utilité réelle. Une lecture exigeante, lucide et profondément transformatrice pour ceux qui veulent penser l'argent autrement. Introduction. Et si l'argent n'était pas ce que l'on croit? Cette question dérange parce qu'elle attaque l'une des croyances les plus profondes de notre époque. Depuis l'enfance, l'argent est présenté comme une fin. Il faut en gagner, en accumuler, en protéger, parfois même en idolâtrer. Il devient très tôt un symbole de réussite, de sécurité, de valeur personnelle. Pourtant, malgré cette obsession collective, la majorité des individus passent sa vie à courir après l'argent sans jamais réellement le comprendre. Ils le poursuivent comme on poursuit une ombre. Plus on accélère, plus elle semble s'éloigner. Cette contradiction révèle un malaise fondamental. Nous utilisons l'argent tous les jours, mais nous ignorons sa véritable nature. La plupart des gens pensent que l'argent est la richesse. C'est l'erreur centrale, celle qui enferme des générations entières dans une course sans fin. L'argent n'est pas la richesse, il n'en est qu'un instrument. Confondre les deux, c'est comme croire que la carte est le territoire, ou que le thermomètre est la température. Cette confusion pousse à accumuler des chiffres plutôt que de construire une réelle valeur, à chercher des signes extérieurs de réussite plutôt qu'une puissance intérieure et économique durable. C'est ainsi que beaucoup travaillent dur, parfois toute leur vie, sans jamais se sentir libres, ni même en sécurité. L'argent fascine parce qu'il semble tout permettre, acheter, décider, influencer, protéger. Mais cette fascination cache une fragilité. Dès que l'argent manque, la peur apparaît. Dès qu'il abonde, l'angoisse de le perdre s'installe. Ce paradoxe montre que le problème n'est pas l'argent lui-même, mais la relation mentale que nous entretenons avec lui. Tant que l'argent est perçu comme une fin absolue, il devient un maître invisible. On adapte ses choix, ses valeurs, et parfois même sa dignité à sa poursuite. Peu à peu, l'individu cesse de penser en termes de création et commence à penser en termes de survie. Comprendre la vraie nature de l'argent, c'est donc un acte de libération. Cela consiste à voir l'argent non comme une force magique, mais comme un système, une convention humaine née pour faciliter l'échange, mesurer la contribution et organiser la coopération. Lorsqu'on enlève le voile du mythe, l'argent cesse d'être intimidant. Il redevient ce qu'il a toujours été, un outil au service de la production réelle, du travail utile et de la valeur créée. Cette compréhension change tout, car elle déplace le centre du pouvoir. On ne cherche plus l'argent pour lui-même, on cherche à devenir une source de valeur. La majorité court après l'argent parce qu'elle a été éduquée à l'aimer sans le questionner. Peu ont appris à se demander d'où il vient, ce qu'il représente réellement, et pourquoi certains semblent le maîtriser alors que d'autres en sont esclaves. Cette ignorance n'est pas accidentelle. Un esprit qui ne comprend pas l'argent est plus facile à diriger, à endetter, à rassurer ou à effrayer. À l'inverse, un esprit qui comprend les mécanismes économiques fondamentaux devient plus difficile à manipuler. La promesse de cette exploration est simple, mais puissante. En comprenant la vraie nature de l'argent, on reprend le pouvoir économique et mental. On cesse de subir les règles implicites du jeu pour commencer à les lire puis à les utiliser consciemment. L'argent perd son aura mystique, la peur diminue, la clarté augmente. À partir de là, les décisions deviennent plus alignées, plus stratégiques et surtout plus libres, car celui qui comprend l'argent ne le fuit plus et ne le vénère plus,
il l'utilise. Leçon 1. L'argent comme résultat, jamais comme origine. L'une des erreurs les plus silencieuses et les plus coûteuses que commettent les individus, les entreprises et même les sociétés entières consiste à croire que l'argent est un point de départ. Cette croyance est rarement formulée consciemment, mais elle se manifeste dans presque tous les comportements économiques modernes. On cherche un salaire avant de se demander quelle valeur on crée réellement. On veut des profits avant de bâtir une structure solide. On poursuit l'argent comme une cause première, alors qu'il n'est par nature qu'un effet. C'est précisément cette inversion mentale qui enferme tant de personnes dans une lutte permanente, épuisante et souvent stérile. L'argent n'apparaît jamais en premier, il arrive toujours après quelque chose, et ignorer cette loi revient à construire sur du vide. Dans l'imaginaire collectif, l'argent est perçu comme une énergie autonome, presque magique. On pense qu'en possédant suffisamment, tout devient possible. Cette vision pousse à des stratégies de court terme, à la spéculation aveugle, à la recherche de gains rapides déconnectés de toute utilité réelle. Pourtant, lorsqu'on observe les mécanismes profonds de l'économie, on constate une réalité beaucoup plus froide et plus rigoureuse. L'argent ne surgit pas spontanément. Il circule, il se déplace, il se concentre, mais il ne naît jamais sans une base préalable. Cette base peut être une organisation efficace, une compétence rare, une innovation, un service utile, une structure sociale fonctionnelle ou une production réelle. Sans cela, l'argent ne fait que transiter, sans jamais s'installer durablement. Chercher l'argent directement est donc une stratégie perdante, non pas moralement, mais mécaniquement. C'est comme vouloir récolter sans avoir semé, ou espérer une récolte abondante sur un sol non préparé. Lorsqu'un individu dit vouloir faire de l'argent, sans être capable d'expliquer clairement quelle valeur il apporte, quel problème il résout ou quelle utilité il offre, il révèle une confusion fondamentale. Cette confusion est dangereuse, car elle oriente l'énergie vers le mauvais objectif. Au lieu de se concentrer sur la création, on se focalise sur la récompense. Or, dans tout système stable, la récompense est toujours secondaire. L'argent suit toujours quelque chose. Il suit l'organisation avant de suivre l'individu. Il suit la structure avant de suivre l'ambition. Il suit l'utilité avant de suivre le désir personnel. Lorsqu'une activité est bien organisée, répond à un besoin réel et s'insère harmonieusement dans un système plus large, l'argent arrive presque mécaniquement. À l'inverse, lorsqu'il n'y a que la volonté de gagner, sans fondation solide, l'argent devient insaisissable. Il peut apparaître brièvement, par chance ou par spéculation, mais il disparaît aussi vite qu'il est venu, laissant derrière lui frustration et instabilité. John Bates Clark, sans le formuler de manière populaire ou motivationnelle, met indirectement en lumière cette vérité fondamentale. Dans son analyse des lois de la distribution et de la production, l'argent n'est jamais présenté comme une cause personnelle, mais comme une conséquence sociale. Il n'est pas le fruit d'un simple désir individuel, mais le résultat d'un ensemble de relations, de contributions et de structures. La rémunération, dans sa vision, découle de la participation à un système productif. Elle n'est pas accordée parce que quelqu'un veut de l'argent, mais parce qu'il occupe une fonction précise dans un ensemble organisé. Cette perspective renverse une grande partie du discours moderne sur la réussite financière. Elle montre que l'argent n'est pas une conquête solitaire, mais un phénomène collectif. Même le revenu le plus individuel dépend d'un réseau invisible, des institutions, des règles, des infrastructures, des marchés, des connaissances accumulées par d'autres. Penser que l'on peut faire de l'argent en dehors de toute structure est une illusion entretenue par des récits simplifiés, mais contredite par la réalité économique.
L'argent est toujours le langage par lequel une société reconnaît une contribution, même imparfaitement. Lorsque cette vérité est comprise, un changement profond s'opère dans la manière de penser. La question centrale n'est plus comment gagner de l'argent, mais quelle structure puis-je intégrer ou créer pour être utile. Ce déplacement est subtil, mais décisif. Il transforme l'individu de chasseur d'argent en bâtisseur de valeur. Au lieu de chercher des opportunités artificielles, il observe les besoins réels, les dysfonctionnements, les manques d'organisation. Là où il y a désordre, inefficacité ou gaspillage, il y a un potentiel de création et donc un potentiel de rémunération future. L'argent devient alors un indicateur, non un objectif. Il indique que quelque chose fonctionne, que de la valeur est reconnue, que l'échange est jugé légitime par la société. Lorsqu'il est absent, ce n'est pas nécessairement un signe d'échec personnel, mais souvent un signal que la structure est insuffisante, que l'utilité est mal définie ou que l'organisation est défaillante. Cette lecture permet d'éviter la culpabilisation stérile et de se concentrer sur des ajustements concrets. Beaucoup de personnes travaillent dur sans jamais obtenir la sécurité financière espérée parce qu'elles sont insérées dans des structures faibles ou mal orientées. Leur effort, aussi sincère soit-il, ne suffit pas à produire un résultat durable. À l'inverse, certains semblent gagner de l'argent avec une relative facilité, non parce qu'ils sont plus chanceux, mais parce qu'ils occupent des positions structurées au cœur de systèmes efficaces. Ce constat peut sembler injuste à première vue, mais il révèle surtout l'importance capitale de l'organisation et de la place occupée dans le système économique. Comprendre que l'argent est une conséquence sociale et non une cause personnelle libère d'une pression immense. On cesse de se battre contre un concept abstrait et on commence à travailler sur des réalités tangibles. On investit dans des compétences réelles, dans la compréhension des systèmes, dans la création de valeurs mesurables. On accepte que l'argent ne peut pas être forcé, seulement attiré par la cohérence et l'utilité. Cette approche change aussi la relation émotionnelle à l'argent. La peur diminue, car on sait que tant que l'on reste utile et bien organisé, l'argent peut revenir. L'avidité perd de sa force, car l'objectif n'est plus l'accumulation, mais la solidité. La patience augmente, car on comprend que toute structure demande du temps pour produire des résultats visibles. L'esprit devient plus stratégique, moins réactif, plus lucide. En définitive, voir l'argent comme un résultat et jamais comme une origine, c'est retrouver une forme de souveraineté intellectuelle. C'est refuser l'illusion selon laquelle l'argent serait une force autonome à poursuivre aveuglément. C'est reconnaître qu'il est le reflet imparfait mais puissant de la manière dont une société organise la création et la reconnaissance de la valeur. Celui qui intègre cette vérité cesse de courir après l'argent. Il se met à construire ce qui, inévitablement, le fera venir. Leçon 2. Travail, valeur et illusion du mérite. L'une des croyances les plus profondément enracinées dans l'esprit collectif est l'idée que le travail, en lui-même, devrait naturellement conduire à la richesse. Cette idée est répétée dès l'enfance, renforcée par l'école, la culture populaire et même certains discours moraux. Travaille dur, sois honnête, fais des efforts et tu seras récompensé. Pourtant, lorsqu'on observe le monde réel avec lucidité, cette promesse se fissure rapidement. Des millions de personnes travaillent sans relâche, parfois toute une vie, sans jamais atteindre la sécurité financière, tandis que d'autres semblent accumuler richesse et influence avec un effort visible bien moindre. Ce décalage n'est pas accidentel. Il révèle une incompréhension fondamentale entre travail, valeur et mérite. Le travail est une action, pas une garantie. Il est une dépense d'énergie humaine,
physique ou intellectuelle. Mais cette dépense n'a aucune valeur automatique. Le simple fait de travailler ne crée pas nécessairement de la richesse. Si c'était le cas, les travailleurs les plus pauvres seraient les plus riches, car ils sont souvent ceux qui fournissent les efforts les plus intenses et les plus pénibles. Cette réalité dérangeante oblige à remettre en question une idée rassurante, celle selon laquelle l'effort serait toujours récompensé de manière proportionnelle. En réalité, le système économique ne récompense pas l'effort, il récompense la valeur perçue. La valeur n'est pas une notion morale, elle n'est ni juste ni injuste par essence. Elle est une appréciation collective, souvent imparfaite, de l'utilité d'une action, d'un service ou d'un produit dans un contexte donné. Une activité peut demander énormément de travail et produire très peu de valeur économique si elle ne répond pas à un besoin reconnu, si elle est mal organisée ou si elle est facilement remplaçable. À l'inverse, une action relativement simple peut générer une valeur considérable si elle résout un problème rare, urgent ou complexe. Cette dissociation entre travail et valeur est l'une des clés les plus difficiles à accepter intellectuellement, car elle heurte le sens instinctif de l'équité. Comprendre comment la valeur est créée, distribuée et perçue permet de sortir de l'illusion du mérite automatique. La création de valeur commence toujours par l'utilité. Une activité devient économiquement pertinente lorsqu'elle apporte quelque chose que d'autres sont prêts à reconnaître, à utiliser ou à échanger. Cette utilité peut être concrète ou symbolique, matérielle ou immatérielle, mais elle doit être perçue comme telle par un ensemble de personnes. Sans cette reconnaissance, le travail reste invisible sur le plan économique, même s'il est réel sur le plan humain. La distribution de la valeur, quant à elle, dépend des structures dans lesquelles cette valeur est produite. Celui qui contrôle l'organisation, l'accès au marché, les règles de l'échange ou les moyens de diffusion capte souvent une part disproportionnée de la valeur créée. Cela signifie que deux personnes peuvent contribuer à la même production, fournir des efforts comparables, mais recevoir des récompenses radicalement différentes en fonction de leur position dans le système. Cette réalité est souvent interprétée comme une injustice morale, mais elle est avant tout une conséquence structurelle. Le système ne mesure pas la sueur, il mesure la position. La perception de la valeur est peut-être l'élément le plus subtil et le plus manipulable. Une activité peut être extrêmement utile sans être reconnue comme telle et donc être mal rémunérée. À l'inverse, certaines fonctions bénéficient d'une forte valorisation symbolique qui amplifie leur récompense économique indépendamment de leur contribution réelle. La valeur perçue est façonnée par la culture, la rareté, le prestige, la narration et le pouvoir. Elle n'est pas figée et elle peut être influencée, déplacée ou réinterprétée. Celui qui comprend cela cesse de croire que le mérite est une donnée objective. Il devient une construction sociale. La différence entre produire, échanger et capter la valeur est essentielle pour comprendre pourquoi le travail seul ne suffit pas. Produire consiste à créer quelque chose d'utile. Échanger consiste à faire reconnaître cette utilité par d'autres dans un cadre donné. Capter la valeur consiste à se placer à l'endroit où cette reconnaissance se transforme en récompense. Beaucoup de personnes produisent sans jamais vraiment échanger ou échangent sans être en position de capter ce qu'elles ont contribué à créer. Elles restent prisonnières d'un rôle opérationnel, déconnectées des mécanismes de distribution. Cette confusion alimente le piège mental le plus répandu, croire que l'effort suffit. Ce piège est dangereux, car il encourage la persévérance aveugle dans des voies improductives. Il pousse à travailler plus dur au lieu de travailler plus intelligemment. Il entretient une forme de loyauté envers des systèmes qui ne récompensent pas équitablement la contribution. Il transforme l'endurance en vertu suprême,
même lorsque cette endurance mène à l'épuisement plutôt qu'à la progression. L'illusion du mérite repose sur l'idée que le système serait naturellement juste, qu'il finirait toujours par reconnaître la valeur intrinsèque de chacun. Cette croyance est confortable, car elle dispense de penser la structure, le positionnement et la stratégie. Mais elle est contredite par l'histoire économique et par l'observation quotidienne. Le système ne voit pas les individus, il réagit à des signaux. Ces signaux sont la rareté, l'utilité, la capacité d'organisation, le contrôle des flux et la maîtrise des règles du jeu. Cela ne signifie pas que le travail est inutile ou méprisable. Au contraire, le travail est la matière première de toute création de valeur. Mais sans compréhension du contexte dans lequel il s'inscrit, il devient une force mal orientée. Le travail sans vision est comme une énergie sans direction. Il peut être intense, mais il se dissipe sans produire de résultats durables. La vraie question n'est donc pas combien travailles-tu, mais dans quel système travailles-tu et à quelle place? Lorsque cette prise de conscience se produit, un éveil intellectuel s'opère. On cesse de se définir par son effort et on commence à s'interroger sur son utilité réelle. On analyse la chaîne de valeur dans laquelle on s'insère. On observe qui crée, qui organise, qui distribue et qui capte. Cette lucidité peut être inconfortable, car elle met fin à certaines illusions protectrices, mais elle est profondément libératrice. Elle redonne du pouvoir de choix là où il n'y avait que de la résignation. Beaucoup de frustrations modernes naissent précisément de cette dissonance entre effort et récompense. Les individus sentent intuitivement que quelque chose ne fonctionne pas, mais ils n'ont pas les outils conceptuels pour l'analyser. Ils en concluent soit qu'ils ne travaillent pas assez, soit que le monde est fondamentalement injuste. Ces deux conclusions sont incomplètes. Le problème n'est ni uniquement personnel, ni uniquement moral. Il est structurel et cognitif. Comprendre la nature de la valeur permet de réorienter son énergie vers des leviers plus efficaces. Au lieu de multiplier les heures, on cherche à augmenter l'impact. Au lieu de se rendre indispensable par l'épuisement, on devient difficilement remplaçable par la rareté des compétences ou par la maîtrise d'un processus clé. Au lieu de subir la distribution de la valeur, on apprend à se positionner plus près de ses points de capture. Cette transformation est moins visible que le travail acharné, mais infiniment plus puissante. Le mérite, dans ce cadre, cesse d'être une promesse automatique et devient une construction consciente. Il ne s'agit plus de croire que l'on mérite une récompense parce que l'on a souffert ou persévéré, mais de créer les conditions dans lesquelles sa contribution est reconnue, valorisée et protégée. Cette approche ne nie pas l'éthique, elle la déplace. Elle remplace la morale de l'effort par une morale de la responsabilité intellectuelle. Au final, le véritable danger n'est pas de travailler dur, mais de travailler longtemps dans une illusion. Tant que l'on croit que l'effort suffit, on reste vulnérable au système qui exploite cette croyance. Lorsque l'on comprend que la richesse naît de la valeur perçue, de la structure et du positionnement, le travail retrouve sa juste place, non plus comme une promesse en soi, mais comme un outil au service d'une stratégie consciente. Celui qui intègre cette vérité cesse de mendier la reconnaissance. Il apprend à la construire. Leçon 3. Capital, temps et intelligence économique. Le capital est souvent perçu comme une accumulation d'argent, une somme figée, un privilège réservé à quelques-uns ou le résultat d'une chance initiale. Cette vision superficielle empêche de comprendre sa véritable nature. Le capital n'est pas d'abord une quantité monétaire, il est une condensation de temps utilisé avec intelligence. Chaque unité de capital représente du temps humain passé, organisé, discipliné, orienté vers un futur anticipé. Là où le travail vend le présent, le capital incarne le passé,
mise au service de l'avenir. Cette différence est fondamentale, car elle explique pourquoi le capital obéit à des règles totalement différentes de celles de l'effort immédiat. Le temps est la ressource la plus démocratique en apparence, mais la plus inégalement exploitée dans la réalité. Chacun dispose de 24 heures par jour, mais très peu savent les transformer en valeur durable. Le capital naît précisément de cette transformation. Il est du temps qui n'a pas été consommé immédiatement, mais retenu, organisé, investi dans une structure capable de produire au-delà de l'instant. Là où la majorité échange son temps contre une récompense immédiate, le capitaliste retarde la gratification pour créer une source autonome de production future. Cette capacité à différer est au cœur de l'intelligence économique. Comprendre cela permet de sortir d'un malentendu majeur. Le capital ne récompense pas la sueur, il récompense la prévoyance. L'effort physique ou mental est visible, mesurable, parfois spectaculaire, mais il reste attaché au présent. La prévoyance, elle, agit en silence. Elle consiste à imaginer un futur possible, à s'y préparer, puis à organiser le présent en fonction de ce futur, plutôt qu'en fonction du soulagement immédiat. Cette orientation vers l'avenir explique pourquoi deux personnes travaillant avec la même intensité peuvent produire des résultats radicalement différents sur le long terme. Le capital est donc une forme de mémoire économique. Il conserve les décisions intelligentes du passé et les fait agir dans le présent sans effort supplémentaire. Une machine, un outil, un savoir structuré, une organisation, une entreprise ou même une réputation sont des formes de capital. Tous ont un point commun. Ils continuent à produire des effets après que l'effort initial a cessé. C'est cette continuité qui crée la symétrie fondamentale entre ceux qui dépendent exclusivement de leur temps et ceux qui ont appris à le stocker sous forme de structures productives. La majorité des individus restent prisonniers d'un rapport linéaire au temps. 1 heure donnée égale 1 heure payée. Cette logique rassurante enferme pourtant dans une limite invisible. Dès que le temps est épuisé, la production s'arrête. Le capital, lui, rompt cette dépendance directe. Il permet de dissocier la production de valeur de la présence permanente. C'est pourquoi il est souvent perçu comme injuste par ceux qui n'en possèdent pas. Ils voient des revenus sans effort apparent, sans comprendre que cet effort a simplement été déplacé dans le passé et amplifié par la structure. La patience est la force économique la plus sous-estimée et la plus rare. Dans un monde dominé par l'immédiateté, attendre devient presque contre nature. Pourtant, toute accumulation de capital exige une patience active. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de supporter l'absence de récompense immédiate tout en continuant à agir avec cohérence. Cette capacité distingue ceux qui construisent de ceux qui consomment. Elle exige une discipline mentale supérieure, car elle va à l'encontre des impulsions naturelles de l'être humain. L'impatience est économiquement coûteuse. Elle pousse à consommer ce qui aurait pu être investi, à dépenser ce qui aurait pu être structuré, à rechercher le gain rapide au détriment de la solidité. À l'échelle individuelle, elle empêche l'accumulation. À l'échelle collective, elle crée des économies fragiles, dépendantes de cycles courts et vulnérables au choc. Le capital, au contraire, est un stabilisateur. Il incarne une vision longue, une capacité à traverser le temps sans se dissoudre. L'argent va naturellement vers ceux qui comprennent le temps, car l'argent est une forme de temps liquide. Il circule vers les individus et les structures capables de le projeter dans l'avenir de manière cohérente. Ce mouvement n'est ni moral ni affectif. Il est systémique. Les capitaux cherchent des environnements où le temps est respecté, planifié, protégé. Là où règne l'improvisation permanente, l'urgence chronique et l'absence de vision, le capital se retire ou se dégrade. Il ne s'y sent pas en sécurité.
L'intelligence économique consiste précisément à lire ces dynamiques temporelles. Elle permet de comprendre que certaines décisions produisent des effets exponentiels, tandis que d'autres s'épuisent immédiatement. Elle apprend à distinguer ce qui consomme du temps de ce qui l'accumule. Elle révèle que le vrai luxe n'est pas l'argent, mais la capacité à contrôler son horizon temporel. Celui qui vit uniquement dans l'urgence est pauvre, même s'il gagne beaucoup. Celui qui maîtrise son rythme et anticipe est riche, même avec des moyens modestes au départ. Le capital n'est pas réservé à une élite née avec des avantages. Il est accessible à tous sur le plan théorique, mais exige un changement radical de posture mentale. Il faut accepter de ne pas tout consommer, de ne pas tout montrer, de ne pas tout transformer en plaisir immédiat. Il faut apprendre à investir dans l'invisible, dans ce qui ne rapporte rien tout de suite mais prépare beaucoup plus tard. Cette démarche est difficile, car elle va à l'encontre de la validation sociale instantanée. Le capital se nourrit aussi de continuité. Une action intelligente répétée dans le temps produit des effets cumulatifs. À l'inverse, une action brillante mais isolée a peu d'impact durable. Cette logique cumulative explique pourquoi la régularité l'emporte presque toujours sur l'intensité ponctuelle. Le capital est patient, mais il est aussi fidèle. Il récompense ceux qui tiennent une direction sur la durée, même lorsque les résultats sont invisibles pendant longtemps. L'une des grandes erreurs consiste à croire que le capital est uniquement financier. En réalité, le capital intellectuel, le capital social, le capital organisationnel et le capital symbolique jouent un rôle tout aussi déterminant. Tous sont des formes de temps cristallisées. Un savoir profond représente des années d'apprentissage concentré. Une relation de confiance représente des années de comportement cohérent. Une réputation solide représente une longue histoire de fiabilité. Ces capitaux se convertissent souvent en argent, mais ils existent indépendamment de lui. La sueur, à elle seule, ne crée pas ces formes de capital. Elle peut même les empêcher lorsqu'elle est mal orientée. Travailler sans réfléchir au long terme, sans structurer ses efforts, sans accumuler quelque chose de transmissible ou de durable, revient à brûler son temps au lieu de le transformer. Cette combustion permanente explique l'épuisement de nombreux individus qui ont pourtant l'impression de toujours faire plus. L'intelligence économique impose une question simple mais radicale. Ce que je fais aujourd'hui produira-t-il encore un effet demain sans moi? Si la réponse est non, l'action appartient au registre de la survie, pas de la construction. La survie est nécessaire, mais elle ne doit pas occuper tout l'espace mental. Tant que l'on ne libère pas une partie de son énergie pour bâtir quelque chose qui dépasse l'instant, le capital ne peut pas émerger. La compréhension du temps transforme aussi la relation au risque. Le capital n'est pas l'ennemi du risque, il est l'ennemi du hasard. Il accepte l'incertitude lorsqu'elle est calculée et intégrée dans une vision longue. Il rejette l'improvisation permanente car elle empêche toute accumulation. Celui qui comprend le temps ne cherche pas à éviter toute perte, mais à construire une trajectoire où les gains lointains compensent largement les sacrifices initiaux. Le capital agit comme un amplificateur de décisions. Une mauvaise décision répétée dans le temps devient catastrophique. Une bonne décision répétée devient puissante. Cette asymétrie explique pourquoi la lucidité est plus importante que l'intensité. Il vaut mieux avancer lentement dans la bonne direction que courir dans la mauvaise. Le temps finit toujours par révéler la nature des choix initiaux. L'argent, en tant que forme visible du capital, n'est que la surface du phénomène. Ce qui compte réellement, c'est la capacité à inscrire ses actions dans une continuité intelligible. Celui qui comprend cela cesse de se comparer aux autres sur le court terme. Il accepte les décalages, les lenteurs apparentes, les phases de silence. Il sait que le temps travaille pour lui
tant qu'il reste cohérent avec sa vision. En définitive, le capital est une relation mature au temps. Il exige de renoncer à certaines gratifications immédiates pour gagner une liberté future. Il demande de penser en années là où la majorité pense en jours. Il récompense ceux qui savent attendre sans s'endormir, agir sans se disperser et construire sans se presser. Celui qui intègre cette leçon ne voit plus l'argent comme une fin, mais comme une conséquence naturelle d'une intelligence du temps. Leçon 4. L'argent et la responsabilité individuelle. L'argent est l'un des sujets les plus chargés émotionnellement dans la vie humaine. Il est accusé de corrompre, de déshumaniser, de diviser, d'éloigner des valeurs profondes. Pourtant, cette accusation repose sur une illusion commode, celle qui consiste à attribuer à l'argent une puissance morale qu'il ne possède pas. L'argent ne crée rien par lui-même. Il ne fait qu'amplifier, révéler et rendre visible ce qui existe déjà à l'intérieur de l'individu. Là où certains voient une force corruptrice, il faut comprendre un miroir. L'argent ne transforme pas un être, il le dévoile. Cette idée est dérangeante, car elle déplace la responsabilité. Si l'argent révèle, alors les résultats financiers ne sont plus uniquement le fruit de circonstances extérieures, mais l'expression d'un état intérieur. Cette perspective exige un courage intellectuel rare. Elle oblige à regarder ses propres choix, sa discipline, sa cohérence et sa vision sans se réfugier derrière des explications confortables. Elle impose de reconnaître que, dans une large mesure, la relation que l'on entretient avec l'argent reflète la relation que l'on entretient avec la réalité. L'argent met en lumière la structure intérieure d'un individu. Quelqu'un de désorganisé verra ses finances refléter ce désordre. Quelqu'un d'impulsif constatera que l'argent s'échappe aussi vite qu'il arrive. Quelqu'un de patient et méthodique construira progressivement une stabilité. Ce n'est pas une question de morale, mais de cohérence. L'argent obéit aux lois du comportement humain, bien plus qu'aux discours idéologiques. Il circule là où il trouve une structure capable de l'accueillir et de l'orienter. La responsabilité individuelle commence précisément à cet endroit. Tant que l'on considère l'argent comme une force externe, presque autonome, on se décharge de toute responsabilité réelle. On accuse le système, les autres, la chance, l'époque, sans jamais interroger sa propre posture intérieure. Cette attitude soulage temporairement l'ego, mais elle condamne à l'impuissance. Reprendre la responsabilité, au contraire, redonne du pouvoir. Non pas un pouvoir magique ou immédiat, mais un pouvoir progressif, fondé sur la transformation personnelle. L'argent révèle le rapport à la discipline. La discipline n'est pas une contrainte imposée de l'extérieur, mais une structure intérieure qui permet de tenir une direction dans le temps. Sans discipline, les intentions restent des idées, les projets se dispersent, les ressources se fragmentent. L'argent, dans ce contexte, devient instable, car il n'est jamais soutenu par une continuité d'action cohérente. À l'inverse, une discipline claire, même modeste, crée une base solide sur laquelle l'argent peut s'organiser. Il révèle aussi le rapport à la vision. Une personne sans vision claire utilise l'argent de manière réactive. Elle répond aux impulsions, aux envies, aux pressions sociales. L'argent devient alors un outil de compensation émotionnelle plutôt qu'un instrument de construction. Une personne avec une vision, même imparfaite, utilise l'argent comme un moyen au service d'une direction. Chaque dépense, chaque investissement, chaque choix financier s'inscrit dans un ensemble plus large. Cette différence n'est pas visible immédiatement, mais elle produit des écarts considérables sur le long terme. La cohérence personnelle est un autre élément central. L'argent circule avec difficulté dans une vie marquée par les contradictions internes. Vouloir la liberté tout en recherchant la sécurité absolue.
Désirer l'abondance tout en méprisant ceux qui la possèdent. Aspirer à l'indépendance tout en refusant la responsabilité. Ces tensions internes créent une dissonance qui se reflète dans les résultats concrets. L'argent, en tant que miroir, met en évidence ces incohérences sans jugement, mais avec une précision implacable. L'idée selon laquelle l'argent corrompt est souvent utilisée pour éviter cette confrontation intérieure. Elle permet de préserver une image morale tout en justifiant l'absence de résultats. Pourtant, l'observation attentive montre que l'argent amplifie les traits existants. Une personne généreuse devient souvent plus généreuse avec des moyens accrus. Une personne dominée par la peur devient plus contrôlante. Une personne confuse devient plus erratique. L'argent agit comme un révélateur chimique de la personnalité. Cette réalité impose une redéfinition de la motivation. Chercher l'argent comme une fin extérieure conduit presque toujours à la frustration. Chercher à devenir une personne capable de gérer, d'orienter et de respecter l'argent conduit, paradoxalement, à de meilleurs résultats financiers. La motivation intérieure devient alors centrale. Il ne s'agit plus de courir après un chiffre, mais de construire un état intérieur aligné avec la réalité économique. La responsabilité individuelle implique aussi d'accepter que l'argent obéit à des lois impersonnelles. Il n'est pas sensible aux intentions seules, ni aux efforts isolés, ni aux justifications émotionnelles. Il répond à la valeur perçue, à la fiabilité, à la constance et à la capacité à résoudre des problèmes réels. Cette indifférence apparente est souvent interprétée comme une injustice, alors qu'elle constitue en réalité une forme de neutralité. L'argent ne juge pas, il constate. Le rapport à la réalité est ici déterminant. Beaucoup de personnes vivent dans une économie imaginaire où le désir remplace la structure et où l'espoir remplace la stratégie. L'argent, en tant que miroir, brise ces illusions. Il oblige à confronter l'écart entre ce que l'on croit offrir et ce que le monde perçoit réellement. Cette confrontation peut être douloureuse, mais elle est profondément éducative. Elle pousse à ajuster, à apprendre, à évoluer. La responsabilité individuelle ne signifie pas nier les contraintes sociales ou économiques. Elle signifie refuser d'en faire une excuse permanente. Même dans des contextes difficiles, certains individus parviennent à créer de la valeur et de la stabilité. La différence réside rarement dans des talents extraordinaires, mais dans une posture intérieure différente face au choix, au temps et à l'effort. Cette posture se reflète inévitablement dans la relation à l'argent. L'argent révèle également le rapport à soi-même. Une faible estime de soi conduit souvent à saboter les opportunités, à accepter moins que ce que l'on vaut, ou à dépenser de manière compulsive pour combler un vide intérieur. À l'inverse, une estime de soi saine favorise des choix financiers plus alignés, plus respectueux de ses propres besoins et de ses objectifs à long terme. Là encore, l'argent ne crée pas ces dynamiques, il les rend visibles. La cohérence entre les valeurs proclamées et les actions concrètes est un autre point clé. Beaucoup de personnes affirment vouloir la liberté, l'indépendance ou la sécurité, tout en prenant quotidiennement des décisions qui vont à l'encontre de ces aspirations. L'argent enregistre ces contradictions avec une fidélité implacable. Il devient un journal silencieux de la vie intérieure, consignant chaque choix, chaque renoncement, chaque incohérence. Comprendre l'argent comme un miroir change profondément la manière de l'aborder. Il cesse d'être un objet de désir obsessionnel ou de rejet moral pour devenir un outil de connaissance de soi. Chaque difficulté financière devient alors une question à explorer plutôt qu'un verdict à subir. Que révèle cette situation sur ma discipline, ma vision, ma cohérence, mon rapport au temps? Cette approche transforme les problèmes financiers en levier de croissance personnelle. La responsabilité individuelle
implique enfin d'accepter que personne ne peut gérer l'argent à notre place. Les conseils, les systèmes, les opportunités peuvent aider, mais ils ne remplacent jamais la structure intérieure. Sans cette structure, toute amélioration extérieure est temporaire. Les gains s'évaporent, les erreurs se répètent, les mêmes schémas reviennent sous des formes différentes. Avec cette structure, même des ressources limitées peuvent être utilisées de manière constructive. L'argent, en révélant l'état intérieur, offre une opportunité rare, celle d'un alignement profond entre ce que l'on est, ce que l'on fait et ce que l'on reçoit. Cet alignement n'est pas automatique. Il exige un travail intérieur constant, une lucidité parfois inconfortable et une volonté de progresser sans se mentir. Mais il conduit à une relation beaucoup plus saine et stable avec l'argent. En définitive, l'argent n'est ni un ennemi ni un sauveur, il est un révélateur. Il met en lumière la discipline ou son absence, la vision ou la confusion, la cohérence ou la contradiction. Reprendre la responsabilité individuelle face à l'argent, c'est accepter de se regarder sans filtre. C'est comprendre que toute transformation financière durable commence par une transformation intérieure. Celui qui intègre cette leçon cesse de subir l'argent et commence à dialoguer avec la réalité telle qu'elle est. Leçon 5. Pauvreté mentale versus pauvreté matérielle. La pauvreté est presque toujours abordée comme un fait matériel, manque d'argent, manque de ressources, manque d'opportunités. Pourtant, cette vision est superficielle et trompeuse. Elle observe les effets sans jamais interroger la cause profonde. La pauvreté matérielle est visible, mesurable, comptable. La pauvreté mentale, elle, est silencieuse, invisible, mais infiniment plus puissante. C'est elle qui précède, nourrit et prolonge la pauvreté extérieure. Ce que John Bates Clark laisse entendre, sans jamais le formuler de manière frontale, c'est que la misère économique durable n'est presque jamais un simple accident matériel, mais l'expression prolongée d'un rapport déformé à la réalité économique. La pauvreté mentale commence dans la perception. Elle ne naît pas d'un manque d'intelligence, mais d'un cadre intérieur limité. Elle s'installe quand un individu interprète le monde économique comme un territoire hostile, figé, inaccessible, réservé à d'autres. Cette perception façonne les décisions bien avant que l'argent n'entre en jeu. Celui qui se perçoit comme exclu agit comme tel. Celui qui se pense condamné adopte inconsciemment des comportements de survie plutôt que de construction. Le résultat matériel ne fait alors que confirmer une croyance déjà installée. Beaucoup d'individus restent pauvres, même lorsqu'ils rencontrent des opportunités réelles. Ce phénomène est déroutant pour ceux qui observent uniquement les faits extérieurs. On offre une formation, un emploi, un capital de départ, et pourtant rien ne change durablement. Les mêmes schémas réapparaissent, les mêmes difficultés se répètent. La raison n'est pas dans l'opportunité, mais dans la structure mentale qui la reçoit. Une opportunité exige une certaine capacité intérieure pour être reconnue, comprise, exploitée et maintenue dans le temps. Sans cette capacité, elle est soit ignorée, soit mal utilisée, soit détruite. La pauvreté mentale se manifeste par une incompréhension profonde des mécanismes économiques. Non pas une ignorance totale, mais une vision fragmentée, émotionnelle, souvent mythifiée de l'argent, du travail et de la richesse. Beaucoup confondent encore effort et valeur, chance et stratégie, revenus et richesse. Cette confusion crée des attentes irréalistes et des décisions incohérentes. Lorsqu'un individu ne comprend pas comment la valeur est réellement créée et distribuée, il agit à l'aveugle, même s'il travaille dur. Clark insiste, de manière indirecte, sur l'importance des structures invisibles qui organisent l'économie.
La pauvreté mentale consiste précisément à ignorer ces structures ou à les réduire à des slogans simplistes. On accuse le système sans le comprendre. On rejette les règles du jeu sans jamais les avoir étudiées. Cette posture procure un soulagement psychologique immédiat, mais elle enferme dans une impuissance durable. Celui qui refuse de comprendre ne peut ni anticiper ni s'adapter. La perception du temps joue un rôle central dans cette fracture. La pauvreté mentale est souvent liée à une vision courte du temps. On pense en jours, en semaines, parfois en mois, rarement en années. Les décisions sont prises pour soulager une pression immédiate, non pour construire une trajectoire. L'argent gagné est consommé rapidement, non par nécessité absolue, mais par incapacité à projeter une utilité future. Cette relation au temps n'est pas un défaut moral, mais une conséquence directe d'un cadre mental orienté vers la survie. À l'inverse, la sortie durable de la pauvreté matérielle commence presque toujours par une transformation de la perception. L'individu cesse de voir l'économie comme un mur et commence à la percevoir comme un système. Cette transition est intérieure avant d'être financière. Elle demande d'accepter que les résultats ne sont pas uniquement le fruit des circonstances, mais aussi des interprétations que l'on en fait. Tant que l'on interprète chaque difficulté comme une preuve d'exclusion, on renforce la pauvreté mentale. L'absence de compréhension économique agit comme une chaîne invisible. Elle ne se voit pas, mais elle limite chaque mouvement. Elle empêche de distinguer un revenu d'un actif, une dépense d'un investissement, une opportunité réelle d'une illusion. Beaucoup de décisions financières désastreuses ne sont pas causées par la malchance, mais par une lecture erronée de la situation. Cette lecture erronée se transmet souvent culturellement de génération en génération, renforçant l'idée que la pauvreté est une fatalité plutôt qu'un état transitoire. Clark laisse entendre que l'économie récompense moins l'effort que la compréhension. Cette idée est profondément dérangeante, car elle remet en question une morale largement répandue. Travailler dur est valorisé socialement, mais travailler intelligemment est rarement enseigné. La pauvreté mentale persiste lorsque l'effort devient une fin en soi, détaché de toute réflexion sur sa finalité, sa structure et sa valeur réelle. L'individu s'épuise sans progresser, puis conclut que le système est injuste. La pauvreté matérielle peut être subie temporairement sans que la pauvreté mentale soit présente. Certains traversent des périodes de manque tout en conservant une vision claire, une compréhension solide et une discipline intérieure. Ces individus utilisent la contrainte comme un apprentissage. À l'inverse, la pauvreté mentale peut exister même dans l'abondance relative. On peut gagner de l'argent tout en restant prisonnier de schémas mentaux limitants, ce qui conduit souvent à des pertes répétées et à une instabilité chronique. La perception de soi est également centrale. La pauvreté mentale est souvent accompagnée d'une identité construite autour du manque. On ne se voit pas comme un acteur économique, mais comme une victime du système. Cette identité influence inconsciemment les choix, les relations et les ambitions. Elle réduit le champ des possibles bien avant toute contrainte extérieure. Changer cette identité est l'un des défis les plus difficiles, car elle est souvent protégée par des récits collectifs et familiaux puissants. Comprendre la pauvreté mentale ne signifie pas nier les injustices ou les inégalités réelles. Cela signifie refuser de s'y enfermer psychologiquement. Clark suggère, sans le dire explicitement, que la véritable émancipation commence lorsque l'individu reprend la responsabilité de sa compréhension du monde économique. Cette responsabilité n'est pas culpabilisante, elle est libératrice, elle redonne une marge de manœuvre, même dans des contextes contraints. La pauvreté mentale se nourrit aussi de la peur. Peur de perdre le peu que l'on a, peur de prendre des risques mesurés, peur de sortir des modèles connus.
Cette peur pousse à des choix conservateurs qui semblent prudents à court terme, mais qui enferment à long terme. L'argent, dans ce cadre, devient un objet de tension permanente plutôt qu'un outil. Chaque décision est chargée d'angoisse, ce qui réduit la capacité d'analyse et favorise les erreurs. Clark met en lumière, de façon subtile, l'importance de la lucidité économique. Cette lucidité ne nécessite pas des connaissances académiques complexes, mais une compréhension claire des relations entre travail, valeur, capital et temps. Sans cette clarté, l'individu navigue dans l'économie comme dans un brouillard. Il avance, mais sans direction, et finit par croire que le mouvement lui-même suffira à le sauver. La sortie de la pauvreté mentale commence par un changement de regard. Il faut accepter que l'économie n'est ni morale ni immorale, mais fonctionnelle. Elle répond à des logiques précises, indépendantes des intentions individuelles. Comprendre ces logiques permet de s'y insérer avec plus de maîtrise. Refuser de les comprendre, au nom d'une révolte émotionnelle, revient à se priver volontairement de leviers essentiels. La pauvreté matérielle devient alors un symptôme parmi d'autres et non une identité. Elle peut être combattue avec des stratégies, des apprentissages et une réorganisation progressive de la vie économique personnelle. Mais sans transformation mentale, toute amélioration matérielle reste fragile. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, même dans un contexte différent. Ce que Clark laisse entendre en filigrane, c'est que la richesse durable commence par une hygiène mentale économique. Cette hygiène consiste à observer ses croyances, ses réflexes, ses interprétations, à questionner ce que l'on tient pour évident, à distinguer ce qui relève des faits de ce qui relève des récits. Cette démarche est inconfortable, car elle oblige à abandonner certaines certitudes protectrices. En définitive, la pauvreté mentale est plus dangereuse que la pauvreté matérielle, car elle se perpétue même lorsque les conditions extérieures s'améliorent. La pauvreté matérielle peut être un état temporaire. La pauvreté mentale, elle, peut devenir un mode de fonctionnement permanent. Comprendre cette différence est un choc psychologique nécessaire. Celui qui réalise que sa perception est un levier commence déjà à sortir de la prison invisible. La véritable libération économique ne commence pas avec plus d'argent, mais avec plus de lucidité. Celui qui comprend cela cesse d'attendre un sauveur extérieur. Il commence à se transformer intérieurement pour devenir capable de reconnaître, d'utiliser et de conserver les opportunités lorsqu'elles se présentent. C'est à cet endroit précis que la pauvreté mentale commence à se dissoudre, ouvrant la voie à une transformation matérielle réelle et durable. Leçon 6. Comprendre l'argent pour ne plus en être esclave. L'argent n'a servi jamais directement. Ce qui a servi, c'est l'ignorance de sa nature, de son rôle et de ses mécanismes. Là où la majorité voit l'argent comme une fin, une protection ou une obsession, John Bates Clark invite implicitement à le voir comme un langage et un système. La véritable servitude financière ne commence pas avec le manque d'argent, mais avec le manque de compréhension. Tant que l'argent reste perçu comme une force mystérieuse, incontrôlable ou moralement chargée, l'individu lui cède son pouvoir intérieur sans même s'en rendre compte. La peur de manquer est le moteur principal de cette soumission silencieuse. Elle s'installe tôt, souvent bien avant toute expérience économique personnelle. Elle est transmise par l'environnement, par les récits familiaux, par les crises observées, par les discours collectifs. Cette peur ne pousse pas seulement à travailler, elle pousse surtout à obéir, à accepter des conditions médiocres, à renoncer à toute réflexion stratégique. Celui qui agit uniquement pour éviter le manque n'agit jamais librement. Il réagit, il subit. Et cette réaction permanente épuise l'énergie mentale nécessaire à toute construction durable. La peur de manquer déforme la relation à l'argent.
Elle transforme un outil neutre en objet de tension permanente. Chaque décision devient anxiogène, chaque dépense est vécue comme une menace, chaque opportunité comme un risque excessif. Dans cet état, la clarté disparaît. L'individu n'évalue plus les situations avec lucidité, mais avec émotion. Or, l'économie ne répond pas aux émotions, elle répond aux structures, aux règles et aux comportements répétés dans le temps. Cette dissonance entre le fonctionnement du système et l'état intérieur de l'individu crée une dépendance constante. La méconnaissance rend manipulable. C'est une loi universelle, valable bien au-delà de l'argent. Celui qui ne comprend pas un système dépend toujours de celui qui le comprend mieux. Dans le domaine financier, cette dépendance prend des formes multiples. Contrats incompris, dettes mal évaluées, promesses séduisantes, discours simplificateurs. L'individu croit choisir, mais il ne fait que suivre des incitations qu'il ne maîtrise pas. Il devient prévisible, donc exploitable. Cette exploitation n'est pas toujours intentionnelle, mais elle est structurelle. Clark montre que l'argent n'est pas un pouvoir autonome. Il circule selon des règles liées à la production, à la valeur et au temps. Celui qui ignore ces règles se retrouve à jouer un jeu sans en connaître les règles. Il peut parfois gagner par hasard, mais il perdra sur la durée. Cette perte répétée renforce le sentiment d'impuissance et alimente la croyance que l'argent est réservé à une minorité. Cette croyance, une fois installée, agit comme une prophétie autoréalisatrice. Reprendre la souveraineté financière ne commence pas par gagner plus, mais par comprendre mieux. Comprendre d'où vient l'argent, pourquoi il va là où il va et comment il se maintient. Cette compréhension transforme immédiatement la posture intérieure. L'individu cesse de voir l'argent comme un juge de sa valeur personnelle. Il le voit comme un indicateur, parfois imparfait, mais utile. Cette distance émotionnelle est essentielle. Sans elle, toute décision financière reste biaisée par la peur ou par le désir excessif. La souveraineté financière est avant tout mentale. Elle se manifeste par la capacité à dire non, à attendre, à analyser. Celui qui comprend l'argent n'est pas pressé. Il n'est pas facilement impressionné par les gains rapides, ni terrorisé par les pertes temporaires. Il sait que l'économie fonctionne sur des cycles, que la valeur se construit, que le temps est un allié pour celui qui sait l'utiliser. Cette posture calme est souvent confondue avec de la froideur, alors qu'elle est en réalité une forme avancée de liberté intérieure. L'indépendance commence par la clarté mentale. Cette clarté consiste à distinguer ce qui relève de la nécessité réelle de ce qui relève de la pression sociale. Beaucoup de décisions financières sont prises pour maintenir une image, pour répondre à des attentes extérieures, pour éviter le jugement. Cette confusion entre besoins réels et besoins perçus alimente l'endettement, l'insatisfaction et la dépendance. Comprendre l'argent, c'est aussi comprendre ses propres motivations. La clarté mentale permet également de différencier revenus et sécurité. Beaucoup croient qu'un revenu élevé garantit la sécurité, alors qu'il ne garantit souvent qu'un confort temporaire. La sécurité réelle repose sur la capacité à générer de la valeur dans le temps, à s'adapter, à comprendre les dynamiques économiques. Celui qui comprend cela ne s'accroche pas à une source unique de revenus comme à une bouée de sauvetage. Il développe une vision plus large, plus stratégique. La soumission financière est souvent renforcée par un rapport moral confus à l'argent. On le diabolise tout en le désirant. On le critique tout en le poursuivant. Cette contradiction interne crée une tension permanente qui empêche toute relation saine avec l'économie. Clark suggère implicitement que l'argent n'est ni bon ni mauvais. Il amplifie simplement les structures existantes. Comprendre cela libère de nombreux blocages intérieurs. Celui qui comprend l'argent cesse de le charger émotionnellement.
Il n'y projette plus ses peurs, ses frustrations ou ses rêves irréalistes. Il l'utilise comme un moyen au service d'une vision plus large. Cette vision peut être matérielle, intellectuelle ou morale, mais elle donne une direction. Sans direction, l'argent devient un maître capricieux. Avec une direction, il redevient un serviteur efficace. La peur de manquer pousse souvent à des choix de court terme. On privilégie le gain immédiat au détriment de la cohérence à long terme. Cette logique est compréhensible dans des situations de survie, mais elle devient destructrice lorsqu'elle se prolonge. Comprendre l'argent, c'est apprendre à penser au-delà de l'urgence. C'est accepter des sacrifices temporaires pour construire une stabilité durable. Cette capacité distingue ceux qui subissent l'économie de ceux qui la naviguent consciemment. La manipulation financière repose rarement sur la contrainte directe. Elle repose sur l'ignorance et la distraction. Un individu mal informé est facilement influencé par des discours séduisants, des promesses exagérées ou des solutions miracles. Clark met en garde de manière indirecte contre cette vulnérabilité. Il montre que la véritable protection n'est pas l'accumulation, mais la compréhension. Celui qui comprend est difficile à tromper. Reprendre la souveraineté financière implique également de reprendre la responsabilité de ses choix. Cette responsabilité peut être inconfortable, car elle enlève l'excuse des circonstances, mais elle est libératrice. Elle redonne un sentiment de contrôle intérieur, même dans des contextes contraints. L'individu cesse de se percevoir comme un simple rouage et commence à se voir comme un acteur, même modeste, mais conscient. L'indépendance financière ne signifie pas l'isolement ni le rejet du système. Elle signifie la capacité à y participer sans s'y perdre. Celui qui comprend l'argent peut coopérer sans se soumettre, utiliser sans dépendre, gagner sans se renier. Cette posture est rare, car elle demande un effort intellectuel et émotionnel constant. Elle demande de résister aux simplifications et aux récits confortables. La clarté mentale transforme également la relation au risque. Le risque n'est plus perçu comme un danger absolu, mais comme une variable à analyser. Celui qui comprend l'argent ne cherche pas à éviter tout risque, mais à le comprendre et à le gérer. Il sait que l'absence totale de risque est une illusion coûteuse. Cette lucidité permet des choix plus équilibrés et plus cohérents avec la réalité. La peur de manquer diminue à mesure que la compréhension augmente. Non pas parce que l'argent afflue miraculeusement, mais parce que l'individu développe une confiance rationnelle dans sa capacité à s'adapter. Cette confiance n'est pas de l'arrogance. Elle est basée sur l'observation, l'apprentissage et l'expérience. Elle remplace l'angoisse par la vigilance, ce qui change radicalement la qualité des décisions. Comprendre l'argent, c'est aussi comprendre ses limites. L'argent ne peut pas compenser un manque de sens, ni réparer une vie désorganisée. Celui qui attend de l'argent qu'il résolve des problèmes intérieurs se condamne à une insatisfaction chronique. Clark suggère que l'équilibre économique est indissociable de l'équilibre intérieur. Sans cohérence personnelle, même l'abondance devient instable. La souveraineté financière est donc un processus, non un état final. Elle se construit par couches successives de compréhension. Chaque nouvelle prise de conscience réduit un peu plus la dépendance émotionnelle. Chaque clarification mentale renforce la capacité d'agir avec intention. Ce processus demande du temps, mais il produit des effets durables. Celui qui comprend l'argent cesse de le craindre et cesse de l'adorer. Il le respecte comme un outil puissant, mais limité. Cette relation mature est rare dans une société qui oscille entre idolâtrie et rejet. Elle demande de sortir des extrêmes pour adopter une position lucide. Cette lucidité est la véritable liberté économique.
En définitive, l'esclavage financier n'est pas imposé de l'extérieur. Il est accepté de l'intérieur par manque de compréhension. Reprendre sa souveraineté financière commence par un acte intellectuel, décider de comprendre plutôt que de subir. Cette décision change la trajectoire, parfois lentement, mais profondément. Celui qui fait ce choix n'est plus manipulable de la même manière. Il devient plus difficile à influencer, plus stable dans ses décisions, plus cohérent dans ses choix. L'indépendance commence là, dans cette clarté mentale retrouvée. Elle ne garantit pas la richesse immédiate, mais elle garantit quelque chose de plus fondamental, la liberté intérieure face à l'argent. Et cette liberté, une fois acquise, transforme durablement la manière de vivre, de décider et de se projeter dans le monde économique. L'argent, dans sa nature la plus fondamentale, n'est ni une fin en soi, ni une mesure ultime de la valeur personnelle. John Bates Clark nous enseigne, à travers une approche rare et lucide, que l'argent doit être un instrument au service de l'homme conscient, et non un maître qui dicte nos choix, nos émotions et nos priorités. Trop souvent, nous sommes entraînés dans une course effrénée, poursuivant des chiffres et des gains immédiats, tout en perdant de vue l'essentiel, l'usage que nous faisons de cette énergie sociale qu'est l'argent et la liberté intérieure que sa compréhension peut offrir. Comprendre sa nature revient à reprendre le contrôle sur sa vie, sur ses décisions et sur sa relation avec le monde qui nous entoure. Clark nous pousse à voir au-delà des apparences et des croyances collectives. L'argent n'est pas simplement une récompense du travail ou un instrument de pouvoir. Il est la manifestation concrète d'un ordre social, d'une valeur échangée, d'une confiance et d'une utilité reconnue. La richesse, au sens véritable, naît de l'organisation, de la prévoyance et de l'intelligence économique appliquée. Tenter de courir après l'argent sans comprendre ses principes revient à poursuivre une ombre. L'effort peut être énorme, mais la direction est floue et la dépendance persiste. Celui qui observe et apprend ces lois comprend rapidement que la véritable puissance financière est une question de clarté, de discipline et de conscience, bien plus que de simples gains monétaires. La maîtrise de l'argent commence donc par une observation attentive de soi-même. Nos peurs, nos désirs, nos illusions et nos habitudes influencent directement la manière dont nous interagissons avec l'argent. Celui qui laisse ses forces inconscientes guider sa vie devient prisonnier d'une spirale d'insatisfaction et de dépendance. La compréhension économique, telle que Clark la présente, n'est pas seulement technique, elle est profondément psychologique. Elle exige une honnêteté intellectuelle, un recul critique et une volonté de s'affranchir des croyances héritées. C'est dans cette lucidité que réside la liberté véritable, celle qui permet de décider en toute conscience de ses choix financiers et de leurs impacts sur la vie personnelle et sociale. Mais l'enseignement de Clark ne s'arrête pas à la simple connaissance. Comprendre l'argent implique de l'utiliser avec intention, de l'intégrer dans un projet de vie clair et aligné avec ses valeurs. L'argent doit devenir un outil, non un tyran. Chaque décision, qu'il s'agisse d'épargner, d'investir, de dépenser ou de créer de la valeur, doit être pensée à travers le prisme de la conscience et de la responsabilité personnelle. Celui qui agit ainsi cesse de courir après le gain immédiat et commence à construire une stabilité durable, à la fois matérielle et mentale. L'argent devient alors un allié de la liberté et de l'épanouissement, et non un déclencheur d'angoisse ou de dépendance. Clark nous rappelle également que l'argent bien compris reflète l'état intérieur de l'individu. Les résultats financiers ne sont pas seulement le produit d'opportunités extérieures ou de chance, ils sont souvent le miroir de notre discipline, de notre clarté mentale et de notre capacité à agir avec cohérence.
La véritable richesse commence par la maîtrise de soi, par la capacité à aligner ses actions sur ses objectifs réels et à ne pas céder à la panique ou aux illusions. Dans cette perspective, comprendre l'argent devient une pratique de respect envers soi-même, une manière de structurer sa vie autour de principes durables plutôt que d'impulsions passagères. En fin de compte, la leçon essentielle de Clark est simple mais puissante. Celui qui comprend la nature de l'argent cesse de lui courir après et, ce faisant, cesse de se laisser gouverner par la peur ou l'avidité. L'argent n'est plus une obsession, il devient un outil conscient. Il sert à créer, à planifier, à sécuriser et à développer, mais jamais à dominer. C'est en intégrant cette compréhension que l'individu retrouve sa souveraineté, sa tranquillité d'esprit et sa capacité à orienter sa vie selon ses choix véritables. L'argent au service de l'homme conscient devient ainsi une énergie libératrice, une ressource mise au service de l'intelligence et de la liberté intérieure, et non une chaîne invisible qui dicte nos actions et nos désirs. Celui qui comprend la nature de l'argent cesse de courir après lui et commence à le diriger consciemment, transformant ainsi sa vie et son monde intérieur.